Cette émission vous est présentée par le gouvernement du Québec, qui vous rappelle que certaines incapacités donnent droit à des mesures fiscales. Renseignez-vous. Sans détour, avec Élisane Pellerin. Bonjour, bienvenue à une nouvelle émission de Sans détour. Cette semaine, on commence l'émission avec Anaïs Messa, chargée des projets communautaires et communication chez TCC Connexion. On va parler avec Audrey Desrosiers d'un projet qui s'appelle Des mots à la fenêtre. Et on va terminer avec Gabrielle Giguère, qui est analyste senior à l'Institut économique de Montréal, pour parler des pénalités d'impôts imposées aux personnes aînées qui sont de retour au travail. Bonne émission tout le monde! Bienvenue à Sans détour. On commence l'émission, comme je le disais tout à l'heure, avec Anaïs Messa, qui est chargée de projets communautaires et communication. C'est TCC Connexion, qui est le regroupement des associations de personnes traumatisées crânio-cérébrales au Québec. Bonjour, Madame Messa. Bonjour, merci beaucoup pour votre accueil. Ça fait plaisir. On veut parler particulièrement, donc, c'est TCC Connexion, donc c'est le regroupement des associations de personnes traumatisées crânio-cérébrales au Québec. Vous venez de mettre en ligne un documentaire qui s'appelle Impact. Et on voulait parler de ce documentaire-là de prime abord. Donc, parlez-nous d'Impact. Oui, tout à fait. Alors, Connexion TCC, comme vous l'avez dit, c'est un regroupement qui existe depuis 1999. Puis au sein de ce regroupement, on a 13 associations membres qui sont présentes à travers toutes les régions du Québec et qui ont pour principal objectif d'accompagner et de donner des services aux personnes qui ont subi un TCC, donc un traumatisme crânio-cérébral, de modéré à sévère. Donc, comme vous l'avez bien dit, on a sorti un documentaire Impact, la reconstruction après un traumatisme crânio-cérébral, en l'honneur des 25 ans de notre regroupement. Puis l'objectif à travers ce documentaire, ça a été de mettre en avant 4 familles, donc des personnes qui ont subi un TCC, mais également leurs proches aidants. Donc on s'est vraiment déplacé dans ces familles-là. Puis l'objectif, c'est d'avoir leurs témoignages, de comprendre aussi cette réalité après ce choc, cet impact dans un vie, puisque c'est vraiment un changement radical dans leur environnement. Donc c'est vraiment un documentaire de résilience, de sincérité, puis également un outil de sensibilisation pour faire davantage connaître cette réalité-là. Oui, je vais revenir sur la sensibilisation là, dans quelques secondes, mais j'ai envie de vous demander une question toute simple pour commencer. On parle de traumatisé crânio-cérébral. Il y a quelques années, on parlait beaucoup plus de traumatisme cérébral finalement, mais c'est la même chose. De traumatisme crânien, je devrais dire. On parlait de traumatisme crânien. Maintenant, on parle de traumatisme crânio-cérébral. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est la même chose. Oui, tout à fait, c'est la même chose. C'est un terme, les deux termes peuvent être employés. D'ailleurs, on peut aussi employer le terme crânio-cérébral et traumatisme crânien. C'est exactement la même chose, tout à fait. Parfait. Donc, ceci étant réglé. Maintenant, au niveau du documentaire Impact, vous l'avez dit, donc, on voit 4 familles qui ont vécu un accident, dont le membre de cette famille-là a vécu un accident et doit vivre maintenant avec les séquelles de cet accident-là et à quel point ça se répercute sur la famille autour, parce que ces gens-là deviennent du jour au lendemain des proches aidants finalement. Parfait.
en quoi, quels sont, et là, je sais bien que vous allez me dire que, évidemment, traumatisme crânio-cérébral, ça peut emmener toutes sortes de chocs différents et toutes sortes de réalités différentes pour les personnes qui le subissent, mais quelles sont les séquelles qui sont souvent observées après un traumatisme crânio-cérébral? Oui, bien sûr. Alors, comme vous l'avez dit si bien, il peut y avoir une diversité dans les séquelles du traumatisme crânio-cérébral, mais on a quand même des séquelles qui peuvent réapparaître de façon qui sont plus présentes en tout cas. On va avoir notamment la perte de la mémoire, on va avoir des troubles dans la mobilité, des troubles du comportement, des problèmes aussi dans le langage, de l'aphasie par exemple. On peut avoir également de la difficulté face à la lumière, donc de la sensibilité visuelle. Donc c'est la majorité des séquelles que nos associations en tout cas retrouvent au sein de leurs membres. J'ai envie de vous poser une question qui peut paraître peut-être un peu drôle, mais moi, quand je pense à traumatisme crânio-cérébral, je pense à la série, donc, Les Beaux Malaises avec Martin Matt et son frère qui a vécu, qui vit avec un traumatisme crânio-cérébral, puis son frère est joué, donc, est mis en scène là, dans différents épisodes avec ses séquelles, entre autres, de mémoire. Est-ce que l'apparition de cette émission-là a changé quelque chose pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que ça a aidé à faire connaître la réalité des traumatismes crânio-cérébral? Au contraire, ça a vraiment mis une image qui est trop stéréotypée, selon vous? Non, je pense que ça a forcément aidé à sensibiliser, à faire connaître le TCC. C'est une réalité qui est très peu connue aujourd'hui. Puis ça permet aussi forcément de mettre en avant des témoignages, de mettre en avant. Le TCC, c'est 3 lettres, mais derrière, on a vraiment des personnes pour qui ça affecte un quotidien. Vous l'avez dit, les proches aidants, on ne naît pas proche aidant, c'est des personnes qui n'avaient pas considéré de devenir proche aidant. Donc de montrer cette réalité-là, forcément, ça permet aussi de mettre en avant cette réalité, puis des organismes communautaires et des associations aussi comme les nôtres qui existent et qui accompagnent ces personnes-là. Oui, et qui avait, j'imagine, c'est ça, des enjeux au niveau du financement, au niveau des ressources, hein, surtout ces jours-ci, là, avec toutes les coupures qu'on a. Donc, effectivement, il faut parler de vous, il faut parler de votre réalité, parce que vous êtes menacés. Là. Il y a beaucoup d'organismes communautaires qui sont menacés, là, étant donné les circonstances actuelles. Tout à fait, c'est l'un de nos objectifs de se battre aujourd'hui pour avoir une forme de reconnaissance. On n'a pas souvent conscience en réalité des ressources qui existent à travers le Québec et notamment de ces 13 associations-là. Puis c'est quand même 13 associations qui accompagnent plus de 4300 membres. Oui, donc c'est beaucoup. C'est pas rien. Puis contrairement aux soins intensifs, une personne qui va venir dans une association-là, on ne va pas fermer un dossier et cette personne, sauf si elle le désire, cette personne reste à vie dans l'association. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est indispensable pour les personnes DCC, mais également pour leurs proches aidants qui retrouvent au sein des associations des moments de répit, des moments de partage, des moments où ils peuvent s'échanger aussi ce qu'ils vivent au quotidien, leurs petites victoires, mais aussi leurs défis au quotidien. Donc au-delà d'un accompagnement en termes de services, on a également un soutien psychologique qui est fait auprès de ces personnes-là. Oui, un soutien social, parce que vous le dites bien, c'est à long terme. Quand on parle de TCC, on parle de séquelles qui vont visiblement leur rester toute la vie. Donc, ces personnes-là, la vie change drastiquement, puis ce que j'en comprends, parce que j'ai vu votre documentaire, ce que je comprends de ça, c'est que pour les TCC, c'est du jour au lendemain. Hein, la personne a un accident, donc un choc à la tête, et du jour au lendemain, on se retrouve avec une toute nouvelle réalité. Et il faut s'adapter, il faut survivre. Tout à fait. C'est du jour au lendemain. C'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu dans les familles. C'est quelque chose qui va affecter autant la personne que les proches, les familles qui les entourent. Nous, on accompagne majoritairement des TCC modérés à sévères.
ce sont des séquelles qui vont rester dans le temps. Donc, c'est des personnes qui ne vont pas, par exemple, pouvoir reprendre un travail à la suite de cela, qui ne vont pas pouvoir reprendre des activités physiques, sportives ou toute autre activité qu'ils faisaient avant. Donc, il y a toute une phase de réadaptation et de rééducation qui est très intense aussi pour ces personnes-là, puis pour les familles également. Il faut prévenir donc l'isolement des personnes qui ont subi un traumatisme crânien de côté, mais aussi, vous l'avez dit, l'isolement de leur famille, de leurs proches, qui eux doivent parfois arrêter de travailler, doivent devenir des prochains aidants, doivent donner des soins également et doivent vivre avec des personnes qui malheureusement, et c'est pas leur faute, mais peuvent être demandants au niveau des soins, au niveau du temps qu'ils demandent, au niveau aussi de l'énergie qu'ils demandent. Donc, ça peut devenir extrêmement difficile à vivre au quotidien. Oui, tout à fait. Puis dans le documentaire, c'est aussi l'objectif à travers de ce documentaire-là de montrer malheureusement que le TCC peut arriver à n'importe qui. Oui. On a eu Huguette, qui est la maman de Johan, qui a eu cet accident à 17 ans. Donc Huguette qui est devenue maman, mais qui est bien sûr était maman, mais est devenue proche aidante depuis les 17 ans de Johan. Donc cela fait 30 ans maintenant. Puis son rôle de proche aidante est toujours le même. Oui. Bien sûr, elle a développé de nouvelles ressources, puis elle est présente au sein des associations, mais son rôle demande tout autant d'énergie, puis de présence au quotidien. Donc c'était aussi notre objectif à travers ce documentaire-là, de montrer que malheureusement le TCC ce n'est pas simplement une chute sportive, ça peut être, on a beaucoup d'accidentés de la route, on a aussi malheureusement des personnes qui ont été victimes de violences conjugales, des agressions, donc c'est d'enlever aussi les préjugés qu'on peut avoir sur le TCC. Oui. Ça ne touche pas les personnes âgées comme on pourrait l'imaginer. Non, il y a beaucoup de jeunes et je me souviens de cette maman-là qui dit dans le documentaire, moi je pensais que mon enfant vieillissant à 18, 19 ans, 20 ans, il allait quitter la maison puis que mes responsabilités envers lui allaient diminuer. Alors que non, dans le cas de cet enfant-là, de Johan qui est rendu un adulte maintenant de 40 ans, si je ne m'abuse, a toujours besoin de sa mère pour au quotidien parce qu'il n'est pas autonome. Donc, ça change une vie et ces personnes-là aussi, ces prochains aidants-là vieillissent et ils doivent faire avec cette réalité-là puis trouver qui va s'occuper de leurs proches quand ils seront plus capables de s'en occuper eux-mêmes. Donc, c'est un enjeu également qui doit être stressant là, pour les familles. Et j'ai envie de vous demander, en terminant, on parle de traumatisme crânien, vous l'avez dit, ça peut arriver à tout moment dans une vie, ça peut arriver à des personnes même très jeunes. Est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer les risques, pour faire de la prévention? Alors, la prévention, bien sûr, nous, notre message principal, déjà, c'est protéger votre tête. C'est un message qui peut sembler banal, mais malheureusement, tout le monde ne le respecte pas. Quand on fait des activités sportives, quand on prend le vélo, quand on prend le scooter, tout ce qui mérite d'avoir un casque, c'est vraiment indispensable. Cela prend 2 secondes de mettre un casque, mais ça peut véritablement changer vos vies. Donc c'est d'avoir conscience que notre tête, notre cerveau, c'est quelque chose de très fragile. Puis c'est ce qu'il faut protéger au quotidien dès qu'on le peut. Donc c'est ce message-là qu'on essaye de faire passer. Et puis l'objectif, c'est aussi de toucher des audiences plus jeunes. Donc d'aller dans les universités, d'aller dans les écoles, pour sensibiliser au mieux également. Vous faites bien de le dire, hein? C'est banal, mais effectivement, si tout le monde mettait un casque lorsqu'il peut en mettre un et lorsqu'il doit en mettre un, déjà, ça aiderait énormément et ça... diminuerait de beaucoup les accidents. Pour ceux qui veulent voir le documentaire ou qui veulent en connaître plus sur votre organisme, où est-ce qu'ils peuvent aller? Oui, bien sûr. Vous pouvez aller sur la page YouTube de notre regroupement, donc Connexion TCC-QC. Puis le documentaire a été publié le 15 janvier. On a déjà 4500 personnes qui l'ont visionné. Donc n'hésitez pas, il est disponible alors en français, mais on a également les sous-titrages en français et en anglais.
Donc, le documentaire s'appelle Impact pour les gens qui sont intéressés à le voir. C'est effectivement sur YouTube et pour votre organisme, j'imagine que vous avez un site Internet et que vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. On a un site internet, Connexion TCC CA. Puis on est très actifs sur notre page Facebook et puis LinkedIn également. Donc vous pouvez nous suivre, partager aussi vos retours à la suite du visionnement du documentaire. C'est également très important pour nous. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite une bonne continuation dans vos services. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir. On est de retour avec Gabriel Giguère, qui est analyste senior à l'Institut économique de Montréal. Bonjour, M. Giguère. Bonjour. Je vous ai demandé de venir nous parler d'un article que vous avez sorti donc à l'Institut économique de Montréal, dont vous êtes le co-auteur, qui parle des pénalités d'impôts imposées aux personnes aînées qui retournent au travail. Exactement. J'ai eu la chance de travailler sur ce beau dossier. Donc, pouvez-vous nous expliquer, grosso modo, là, pour les gens comme moi qui comprennent absolument rien à l'économie, quels sont les enjeux pour les personnes aînées qui sont de retour au travail? Oui, comme vous le savez peut-être, là, au cours des dernières années, je pense que tout le monde le vit. Il y a une augmentation là, du coût de la vie, c'est plus difficile, l'épicerie coûte cher, les loyers augmentent. Et ce qu'on a constaté en regardant les statistiques, c'est qu'il y a de plus en plus d'aînés qui retournent au travail. Oui. Et de plus en plus d'aînés qui sont récipiendaires, ou plutôt qui reçoivent ce qu'on appelle le supplément de revenu garanti, qui est un programme fédéral qui a pour objectif d'aider les aînés avec un petit revenu de retraite. Et donc, ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation de 50% là, de ces aînés-là qui reçoivent le supplément de revenu garanti, mais qui, étant donné la hausse du coût de la vie, doivent retourner sur le marché du travail. Donc, c'est pas toujours une décision de se dire, moi, j'ai envie de retourner sur le marché du travail. C'est souvent de se dire, j'ai pas le choix. Je suis pas capable de joindre les deux bouts. Et dans ce contexte-là,
ce qu'on voit, c'est que les aînés qui retournent sur le marché du travail, très rapidement, ce qu'on constate, c'est que dès qu'ils commencent à faire un peu d'argent, l'État leur dit, nous, on va vous réduire les versements que vous recevez dans le cadre du supplément de revenu garanti. Donc, l'effet, ce que ça vient faire, c'est que l'État vient punir les aînés qui retournent sur le marché du travail. Hein? Et quand on regarde l'impact que ça a sur les aînés, très rapidement, quand vous travaillez temps partiel, peut-être salaire minimum, peut-être un petit peu plus élevé aussi que le salaire minimum, là, un 18 de l'heure, 15-20 heures semaine, l'État, très rapidement, va réduire ce qu'il vous envoie. On peut penser là, que ça peut aller de 17 jusqu'à 50% de punition de l'État. Et donc, ça, c'est quand on vient additionner l'impôt sur le revenu, mais aussi la réduction des versements du supplément de revenu garanti. Puis ça, on a trouvé que ça posait problème, hein, parce que il y a une question d'équité dans tout ça, de se dire, c'est pas normal que quand on a un petit revenu, qu'on doit retourner sur le marché du travail à 67, 70 ans, parce que la vie coûte cher, que l'État vienne vous punir comme ça. Alors, on a essayé d'arriver avec des solutions devant ça. Parce que vous le dites bien, il y a l'impôt d'un côté et le supplément garanti. Donc, c'est deux choses différentes, mais les deux vont venir couper, finalement, au niveau du salaire net que les personnes aînées vont recevoir. Et au final, ce que ça fait, à ce que j'en comprends, tout de moins, c'est que ça maintient des personnes âgées dans des situations de vulnérabilité et de pauvreté. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que là, on a des aînés qui doivent retourner sur le marché du travail. Puis la dynamique là, actuelle, c'est un peu comme si l'État puis le gouvernement vous disaient aidez-vous, hein, et retournez sur le marché du travail, mais pas trop parce que sinon on va vous punir. Parce que si on est très précis, la personne qui va aller en retraite, si vous avez habité au Canada toute votre vie, vous allez recevoir ce qu'on appelle la sécurité de la vieillesse aux alentours de 9 000 $ annuellement. Vous avez peut-être eu la chance de travailler toute votre carrière. Parfois, c'est pas toujours le cas. Souci de santé, vous devez prendre quelques années de pause, quelques mois. Et donc, quand on a également là ce qu'on appelle la Régie des rentes du Québec au Québec, et ça, c'est contributif. Donc, si vous n'avez pas la chance, à cause de défis de santé, d'avoir une carrière où vous avez constamment pu travailler, mais vos versements vont être plus petits à votre retraite. Et donc, dès que vous avez 5 000 $ de revenus, excluant là, la sécurité de la vieillesse, rapidement, c'est là quand on parle de réduction des versements. Et donc, ça vient faire en sorte que le gouvernement punit rapidement les aînés à faible revenu. Alors, devant ça, je pense que la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que les aînés à faible revenu puissent vivre, j'ai envie de dire, de façon décente et que le gouvernement ne vienne pas les punir, là? Et ce qu'on pense, c'est que plutôt que d'avoir cette exemption-là, que je parle de 5 000 $ et qu'après ça, pour chaque dollar gagné, l'État réduit de 50 sous ou jusqu'à 50 sous, ce qui vous reste dans vos poches, ce que je demande, c'est de monter cette exemption-là à 30 000 $. Oui. Parce que selon certains critères de Statistique Canada, 30 000 $ serait le seuil de pauvreté pour un aîné célibataire qui vit en région urbaine, donc dans les grandes villes, et ça nous permettrait de s'assurer que les aînés puissent en avoir davantage dans leur poche, puis qu'ils ne soient pas là, pris à la gorge, pris pour retourner sur... En fait, lorsqu'on est pris pour retourner sur le marché du travail, il me semble que c'est la moindre des choses d'en garder le plus dans leur poche à 70 ans, là. Oui, c'est déjà pas anormal, j'ai envie de dire, qu'on soit obligé de retourner au travail lorsqu'on a travaillé toute notre vie, parce que la situation actuelle fait que la hausse du coût de la vie, c'est déjà pour moi une anormalité d'être obligé d'en être là. Si en plus on met des seuils à 5 000 $ et déjà les suppléments et l'argent qu'on fait à la retraite, c'est quand même des montants qui sont assez dérisoires, là. Même si on augmentait à 30 000 $, ce serait évidemment beaucoup mieux que ce qu'on a actuellement, mais ça reste des montants qui sont quand même très peu élevés, 30 000 $ par année pour vivre. Vous avez raison de dire que c'est pas énorme, hein, mais ça ferait quand même une réelle différence dans la vie des gens. Puis à ça, on ajoute quand même là, la question du 9 000 $ de sécurité de vieillesse. Donc, évidemment,
je vous avoue, c'est pas idéal, mais au moins ça nous permet de s'assurer que tout le monde qui travaille puisse avoir au moins là un minimum respectable parce qu'il retourne sur le marché du travail. Puis, rapidement, ce qu'on peut se dire, c'est mais ça coûte combien ça, hein, cette mesure-là? Parce qu'on le sait, là, vous le savez, il n'y a rien de gratuit. Mais concrètement, ça coûterait pas si cher que ça, là, quand on regarde l'état du budget fédéral qui coûte plus de 500 milliards, c'est à peine 544 millions. Ça peut paraître beaucoup, là, dit comme ça, mais concrètement, c'est même pas 3% du budget actuel du supplément de revenu garanti. Et donc, ça pourrait très facilement s'absorber par le gouvernement fédéral. Et puis, je pense que le gouvernement fédéral a d'autres postes budgétaires où il peut réduire, là, sans problème. Et ça, on revient toujours à ça, mais je pense que ça dépasse la question des finances publiques. C'est une question de respect de nos aînés aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est quand même des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui retournent sur le marché du travail parce qu'ils sont obligés de le faire. Donc, c'est effectivement un manque de respect que de maintenir ces gens-là dans une situation de pauvreté. Mais non seulement c'est ça, mais en plus, quand vous avez, encore une fois, 65 ans, que vous espérez prendre votre retraite, vous regardez vos sous puis vous vous dites, ça va être difficile. Ça fonctionnera pas. Je peux pas y aller tout de suite. Fait que je vais continuer. Mais il y a un stress constant, là, une genre d'épée de Damoclès, là, de se dire, moi, mon stress à 65 ans, c'est que je vais pas y arriver. Oui. Mais en sachant qu'à 74 ans, vous avez peut-être plus l'énergie. Mais quand vous avez 74 ans, là, je veux dire, vous pouvez encore vivre 15, 20 ans. Donc, il y a ce stress-là aussi de se dire, je dois travailler parce que je peux encore travailler en sachant qu'un jour, j'aurais peut-être je ne pourrai plus travailler, oui, c'est ça. Exact. Donc, est-ce qu'on peut s'assurer que quand même, pendant ces années-là qui sont importantes pour plusieurs aînés, qui en conservent le plus dans leur poche, j'espère sincèrement que le gouvernement fédéral va nous écouter sur cette question-là, parce qu'on pense que c'est assez fondamental là, pour une question de respect de nos aînés, encore une fois, qui ont construit le Canada et le Québec. C'est effectivement fondamental et vous faites bien d'en parler et de remonter cet enjeu-là dont on entend malheureusement peu parler. Merci d'avoir été avec nous, M. Giguère. Vous êtes analyste senior à l'Institut économique de Montréal et on espère effectivement que le gouvernement attendra votre appel et fera des modifications pour mieux respecter les personnes aînées au Québec et au Canada. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci, bonne journée. Vous écoutez Sans détour avec Élisane Pellerin. On rejoint maintenant Mme Audrey Desrosiers pour le projet qui s'appelle Des mots à la fenêtre, qui est un projet théâtral qui est présenté dans les CHSLD et résidences pour aînés. Mme Desrosiers, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, merci. Parlez-nous du projet Des mots à la fenêtre. Qu'est-ce que ça apporte au niveau pour les personnes âgées auxquelles vous présentez ce spectacle-là et qu'est-ce qu'il y a de différent des autres spectacles plus traditionnels, j'ai envie de dire, qu'on pourrait présenter? Oui. En fait, c'est moi qui ai écrit la pièce. Ça a été mis en scène par Marie Ayotte du Théâtre Déchaîné, qui est une compagnie de théâtre qui veut rendre le théâtre accessible à tous. Et donc, la pièce a été créée, on appelle ça une pièce interactive. C'est-à-dire,
j'interagis avec le public. Il n'y a pas de quatrième mur comme quand on va normalement au théâtre. Et étant intervenante spécialisée en gérontologie depuis les 17 dernières années, j'ai vraiment créé cette pièce de théâtre-là pour mettre tout le monde en situation de réussite. Fait qu'on parle de souvenirs, on parle de mémoire, on parle des mots, mais on parle du présent, mais on parle aussi du passé, de quand on était adulte, travaillant, de quand on était jeune, on parle de nos parents, nos grands-parents. Donc, ça fait des moments de tendresse très, très beaux. Et tout le monde, même ceux qui, souvent, là, il y a des responsables de résidence qui disent cette personne-là, elle participe moins, des fois c'est difficile. Immanquablement, c'est ceux qui participent les plus. Oui, c'est toujours comme ça, hein? Ouais, quand on vraiment. a un projet gagnant, là, on le sent quand ces personnes-là viennent participer, effectivement. Et puis, qu'est-ce que ça leur apporte, selon vos observations, là, à ces personnes-là, quand ils voient le spectacle et quand ils participent au spectacle? Ben, j'ai entendu la phrase qui dit quand on peut partager ses mémoires, ça nous permet de les garder vivantes. Oui. Okay. Et c'est ça, d'après moi, le plus gros apport, parce qu'ils ont un moment de parole, un moment partagé, un moment chanté, un souvenir, mais des fois c'est juste un regard, un toucher. Et ça, c'est hyper important. On aime ça, raconter nos beaux souvenirs, se les remémorer, se les revivifier. Puis des fois, c'est « Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça ». Parce que j'arrive avec certains accessoires, qui sont d'époque. Et donc, ça ouvre des fois des souvenirs auxquels tu n'as pas eu accès depuis très, très longtemps. Et donc, au niveau... c'est vraiment ça le premier bénéfice. Ouais. Excusez-moi. Au niveau plus scientifique, si on veut, ça a aussi des bienfaits au niveau cognitif, au niveau mémoriel, là, parce que ces personnes-là, justement, sont appelées à faire travailler leur mémoire, sont appelées à chanter et tout ça. Donc, ça a vraiment des bénéfices qui sont réels sur le cerveau. Oui, absolument, c'est ça. C'est vraiment basé sur la science. Tous ceux qui sont atteints de démence ou de perte cognitive, c'est la mémoire à court terme qui est souvent atteinte. Ensuite, ceux qui sont un peu plus avancés, c'est la mémoire à moyen terme. Oui. Moi, je viens vraiment m'inscrire dans la mémoire à long terme. Donc, ils ont encore accès à ces fonctions cognitives-là. Et dans le fait de chanter, de faire certains gestes, la mémoire du corps connaît encore les gestes. Donc, c'est pour ça que je dis on les met immanquablement en situation de réussite et c'est de la stimulation cognitive, justement, pour le maintien des fonctions cognitives. Donc, ça s'inscrit vraiment dans une visée thérapeutique. Ouais. Et vous le dites bien, en fait, il y a un pouvoir aussi au niveau de la chanson. Ces personnes-là, même des personnes qui sont avancées au niveau d'un déclin cognitif, se rappellent encore les chansons de leur enfance ou de leur jeune temps. Il y a quelque chose avec la musique qui devient à la fois universel et qui devient très thérapeutique. Oui, absolument. On l'a vu dernièrement, je pense, avec le documentaire de France Baudouin. C'est thérapeutique, la musique. Pourquoi? Parce que la mémoire, c'est linéaire. On part de 0 jusqu'à 100 ans, puis ensuite on recule. Mais la mémoire musique, senteur, émotion, c'est dans la mémoire émotionnelle, ça n'a pas de temps de linéarité. C'est pour ça que, par exemple, des fois, on passe au magasin, on sent quelqu'un, le parfum, bam, tout de suite, on a un souvenir très, très vif, parce que la mémoire émotionnelle n'est pas linéaire. On y est comme si c'était hier, avec une odeur, avec une chanson, ouais. Et c'est un projet qui est en collaboration avec le Théâtre Déchaîné qui vous a permis donc de faire des représentations dans différents CHSLD, des maisons de retraite. Pour ceux qui seraient intéressés à avoir vos services ou en apprendre plus sur cette pièce-là, où est-ce qu'on peut aller pour les informations? Oui, absolument. Ça fait 3 ans que je fais la tournée de cette pièce-là. J'ai parcouru le Québec en entier. J'ai beaucoup de demandes justement pour votre région. Donc, c'est le temps de vous manifester. Vous pouvez aller voir Théâtre Déchaîné en faisant une recherche Internet. Sinon, en me contactant directement, Audrey Desrosiers, là, sur les réseaux, vous allez trouver mes coordonnées facilement. Mais on vient volontiers dans les centres d'aide bénévole, dans les CHSLD, pour les proches aidants, tout ce qui est aussi Alzheimer, mais aussi perte cognitive, déficience légère adulte, handicap moteur, physique, ouais. Donc, on va vraiment où il y a la demande. Oui, donc, contrairement effectivement à ce que j'ai dit un peu plus tôt, vous êtes vraiment ouvert à différents lieux où il y a des besoins. Exactement, absolument, oui. Et qu'est-ce qui vous a amené à créer cette pièce-là? Quel besoin, justement, est-ce que vous avez vu? Quel manque on a que venait combler votre projet?
Mhm. Ben, comme je le disais, je suis intervenante en gériatrie depuis 17 ans. Donc, puis moi, à la base, j'ai une formation en théâtre et en musique classique. Donc, ce sont déjà des choses qui me passionnent et je le vois, je le sais, qu'est-ce qui fonctionne en intervention. Et donc, j'ai eu envie de créer, de mélanger en fait mes souvenirs à les leurs, vraiment sous forme de représentation organisée, orchestrée, plus que juste ce que je pouvais faire dans mes interventions en 1 pour 1. Donc, c'est vraiment venu de ce que j'ai vu qui fonctionne en intervention, puis ma passion pour le théâtre et la musique. Ouais. Est-ce que vraiment... J'ai été hyper bien accompagnée par Marie Ayotte, la fondatrice directrice du Théâtre Déchaîné, qui a vraiment réfléchi le spectacle pour que ce soit un spectacle ambulant. J'arrive, je suis seule en scène. J'arrive avec mon décor, donc il fallait que ça soit mobile, facilement déplaçable, puis que ça soit aussi enveloppant que si on avait l'expérience du théâtre. Ouais. Et est-ce que vous sentez une rencontre des générations? Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas la même génération que les personnes aînées. Il y a aussi, j'imagine, des travailleurs, des travailleuses qui sont autour de vous, qui vont participer, donc qui vont donner leur avis ou qui vont partager des choses. Est-ce que vous voyez une rencontre entre les générations qui est bénéfique? Complètement. Quand on a la chance que la personne âgée est sa sœur ou sa fille ou ses petits-enfants, j'invite tout le temps tout le monde, venez, parce que ils voient leurs parents ou grands-parents en situation de réussite, ils ont accès à leur personne aimée qui se raconte, mais aussi à un moment donné, je demande, elle est comment votre mère, elle était comment votre mère? Donc la personne âgée parle de sa mère à elle qui date de, ma foi, d'un autre siècle. Oui. Et l'enfant qui est là, qui a une 40aine d'années, me parle de sa mère qui est à côté d'elle, comment elle a été pour elle. Bref, ça fait des moments vraiment, absolument, exceptionnellement émouvants, très, très beaux. Et l'intergénérationnel s'y prête absolument très, très bien. Oui. Et si on parle aussi de vos autres projets, on vous a connu beaucoup, Madame Desrosiers, dans les dernières années comme zoothérapeute. Hein, vous avez fait des émissions de télévision il y a quelques années de ça, et c'est là que je pense que la plupart des gens vous ont connu. Quels sont vos projets ces jours-ci? Est-ce que vous vous concentrez uniquement sur ce projet-là ou est-ce que vous développez autre chose? Ben non, parce que j'ai une petite tendance hyperactive. Oui. Donc, mon prochain livre va sortir à l'automne prochain aux éditions Tridaniel. Il va être disponible partout au Québec. On va faire des lancements. C'est sur le cancer stade 4, qui est un stade, qui est le stade le plus avancé, en fait, de cancer, de diagnostic que tu peux avoir, qui m'a été donné, en fait, en 2020, au début de la pandémie. On m'a annoncé à 37 ans qu'il me restait 1 an à vivre. Ben, je vous annonce que je ne suis pas morte. Ben voilà, j'allais dire, visiblement, ils se sont trompés, hein? Oui, exact. Mais finalement, je suis en rémission depuis 1 an. Mais il y a vraiment un vide d'accompagnement philosophique, sociologique, politique autour du stade 4. D'autant plus quand t'es pas une personne en fin de vie. Je veux dire, dépasser 80 ans, tu sais, parce que j'avais 37 ans à l'époque. Donc, c'est vraiment ça que j'aborde avec ma collègue Lise Thibault, qui est spécialisée en yoga oncologique. Donc, on aborde le stade 4. Ça, c'est le prochain livre à sortir. Donc voilà, puis je suis toujours en zoothérapie un peu partout dans les écoles, des nouveaux projets, puis oui. Et vous le mentionnez bien, hein, comme ce que je comprends, parce que je n'y ai pas vécu, là, j'essaie de comprendre vos propres paroles, mais il y a comme un vide au niveau des services et de l'accompagnement de personnes qui ne sont pas des personnes âgées, mais qui reçoivent des diagnostics importants de fin de vie ou des diagnostics grave, qui visiblement ne sont pas toujours des fins de vie, mais qui quand même doivent donner un choc là, quand on apprend qu'il reste quelques mois à vivre. On dirait que l'accompagnement est peut-être pas adapté pour des personnes un peu plus jeunes. Là. C'est exactement ça. Oui, puis il y a le refus. Il y a comme, tu sais, oh non, parle pas de ça, ça va te porter malchance. Oh non, faut pas penser à la mort, faut rester positif. Oui. Mais non, en fait, non. Faut y penser parce que si ça s'en vient pour vrai, comme, tu sais, ça se peut que je manque de temps. Donc, il y a toute cette façon-là aussi d'aborder ça. Puis, je m'inspire aussi d'autres peuples, d'autres cultures, les peuples racines, les Premières Nations. Mais juste en Amérique du Sud, tu sais, il y a plein de lieux sur la Terre où la mort, ce n'est pas tabou et où on en parle et où la mort fait partie de la vie. Et si on l'abordait de cette façon-là, ce serait, selon moi, enfin, c'est le propos du livre,
moins plus lourd. facile de l'aborder. Moins lourd pour les personnes qui le vivent, parce que ce que je comprends, c'est que, et on peut pas parler de l'expérience de tout le monde, mais on va parler de votre expérience à vous, mais il y a un besoin d'en parler, mais il n'y a pas de réceptivité de l'autre côté, parce qu'on veut tellement être positif. Les gens, ils savent pas quoi faire. Oui, ils savent pas quoi répondre. Ils savent pas quoi faire avec ça, là. Oui, ils savent pas quoi répondre, et je peux comprendre aussi, hein. Dans le sens où on est mal à l'aise d'envisager la mort, surtout chez une personne jeune, et il y a une espèce d'idée de rester positif aussi, hein, tu sais. Oui. Mais c'est ça fait du bien à la personne qui te dit ça, reste positif, c'est qu'elle veut rester positive. Oui. Oui, mais moi, tout seul, là, il faut que je le fasse, mon chemin, là. Peut-être que vous êtes pas là, tu sais, peut-être que vous avez besoin d'envisager la mort, parce qu'effectivement, si ça arrive, il faut, j'imagine, s'y préparer aussi. Hein, exact. Il y a une étape de préparation. Si on a à mourir, surtout jeune, j'imagine qu'il faut s'y préparer, il faut avoir des discussions. Ça vient avec des regrets, ça vient avec de la peur, ça vient avec de la colère. Puis tout ça, personne n'est vraiment confortable de l'aborder. Donc, on trouvait important de l'aborder. Puis c'est très humblement mon parcours, mes découvertes. Moi, quand j'ai reçu ça, je me suis inscrite à un cours qui s'appelle Culture, mort et religion. Qui te parle dans toutes les civilisations depuis presque le début du monde, là, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils faisaient à propos de la mort. Puis, en fait, ça m'a donné des clés de lecture vraiment différentes. J'étais comme, mais comment ça que personne m'a jamais parlé de ça? C'est majeur. Donc, ça m'a vraiment aidé d'aller me renseigner, m'éduquer. Ça m'a redonné du pouvoir. Puis au final, merci la vie, hein. Oui, voilà. Donc, je vais pouvoir faire la tournée de ce beau livre-là. Ouais. C'était pas dû pour vous, là. Dieu merci. Mais est-ce que, oui, on va tous passer par là. C'est inévitable, mais si vous reste encore plusieurs années devant vous pour faire des projets, c'est tant mieux. Mais est-ce qu'il y a aussi une vision à revoir de la médecine et des soins modernes et accompagnement dans ces soins-là? Est-ce qu'en tant que société, on doit revoir notre façon de voir la chose? Complètement, puis c'est ce que je propose à la fin dans le livre. OK, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut en parler avec les enfants. On devrait pouvoir vivre le deuil de façon accompagnée. Ouverte, pas juste en pleurant tout ça. Le deuil de, mettons, t'as perdu quelqu'un ou t'as perdu une fonction, tu t'es fait couper une jambe, tu viens d'avoir sclérose en plaques, le diagnostic que tu vas pas mourir de façon fulgurante, mais qui est dévastant. Donc, le droit à porter le deuil en collectivité, tu sais. On le dit souvent, mais le filet social est un peu défaillant. Mais quand en fait, les soins, c'est des soins de confort. C'est tout. Tu tombes dans un trou. Pas autre chose. Oui, je comprends. Puis pour les gens qui sont pas rendus aux soins de confort... moi, c'est ça qu'ils m'ont dit. Oui, j'avais des soins de confort. Là. Comme, donc vous avez rien d'autre entre les deux, alors que vous n'êtes pas rendu aux soins de confort. Exact, mais moi, je commençais ma vie d'adulte. J'étais enceinte, j'allais être mère. Quand même. On jette tout aux poubelles, puis j'ai comme l'impression qu'on m'a volé 40 ans de vie, puis là, c'est maintenant, il faut que tu processes tout ça. Oui, fait que j'ai trouvé une façon de chercher. Je relève beaucoup de questions, de façons différentes de voir. J'ai pas tant de réponses. Mais moi, le fait de me questionner là-dessus, ça m'a aidé justement à faire ce processus-là parce que au final, je me suis retrouvée assez tout seul au niveau des services, comme vous l'avez mentionné. Oui, ça a été thérapeutique pour vous et c'est tant mieux, ou du moins c'est ce que j'en comprends, c'est tant mieux parce que ça vous a aidé, mais au final, ça peut aider, j'imagine, beaucoup d'autres personnes qui vont se retrouver malheureusement dans ce même, dans un schéma qui est très, très semblable. Donc, vous vous êtes aidé vous-même, vous avez aidé d'autres gens, en plus, évidemment, de tous les projets que vous mettez en place là, pour aider, soit en zoothérapie, soit avec le théâtre, soit avec tout le reste. Donc, visiblement, là, vous avez... dans le même champ. Oui, voilà. Vous avez trouvé une voie qui fonctionne et pour vous et pour les autres. Et puis, c'était votre façon à vous de réagir à ça. Puis, tant mieux, comme je le dis, tant mieux, ça peut aider tout le monde. Et on pourra vous recevoir à l'automne pour parler de ce livre-là plus en détail quand il sortira. Ça nous fera plaisir. Mais d'ici là, pour ceux qui veulent faire appel à vos services, qui veulent avoir plus d'informations sur vos projets, qui veulent aussi faire appel à la pièce de théâtre Des mots à la fenêtre dont on a parlé en début d'entrevue avec vous. J'imagine donc que vous avez un site Internet où tout ça est regroupé. Oui, absolument. S'ils cherchent Théâtre Déchaîné, vous allez le trouver directement. Il y a plusieurs offres en plus de ma pièce qui sont offertes par Théâtre Déchaîné, mais vous allez trouver Des mots à la fenêtre puis le contact direct. Donc, Théâtre Déchaîné.
Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et encore une fois, bravo d'avoir changé une épreuve tellement négative en quelque chose de positif et d'aidant, puis de porter à réflexion, parce que c'est une réflexion qui est nécessaire. Et on espère vous reparler bientôt à la sortie du livre. Ça m'a fait grand plaisir. Merci encore de m'avoir reçu. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. Bye-bye. On est de retour avec la revue de presse et on commence aujourd'hui au Brésil. Brésil, on en parle peu dans les revues de presse, mais j'avais envie de faire quelque chose de différent. Je me sentais un peu hop la vie. Donc, parlons du Brésil, où le Brésil abrite certaines des personnes les plus qui ont le plus de longévité au monde. Donc, les personnes les plus vieilles au monde, certaines personnes vivent plus de 110 ans. Donc, c'est évidemment énorme. Et on commence à se demander pourquoi. Pourquoi au Brésil, les gens vivent plus longtemps? Pourquoi il y a une partie de la communauté qui vit très, très, très longtemps? Et il y a une analyse scientifique qui a été publiée dans la revue Genomic Psychiatry par le docteur Mariana Jatz et ses collègues de l'Université de Sao Paulo, donc l'université qui se trouve au Brésil, qui montre que le Brésil est un des pays les plus qui accueille la population la plus âgée et à savoir pourquoi il y a évidemment des facteurs de génétique qui vont jouer dans tout ça. On essaie toujours, évidemment, de comprendre ce qui distingue le Brésil des autres pays. On parle, évidemment, d'un pays qui a été colonisé par le Portugais. Ils ont énormément de fait venir des personnes afrodescendantes sous l'esclavagisme, en provenance d'Europe et du Japon également au niveau pour avoir des esclaves, là, c'est peut-être à dire, mais c'est ça. Donc, ce que ça a créé, malgré le fait évidemment là que c'est une aberration de l'histoire, entendons-nous, mais ce que ça a créé, c'est un mélange génétique. Un des mélanges génétiques les plus riches au monde. Et c'est ce qui, d'après les experts, d'après les articles et d'après l'article dont je vous parle, qui a été sorti il y a quelques jours, c'est ce qui aiderait la longévité des personnes au Brésil. Il y a des variants génétiques absents des bases de données mondiales qui ont été découverts chez les Brésiliens de plus de 60 ans. Donc, ce qu'on comprend, en fait, c'est que cette mixité génétique-là provoque en fait une longévité qui sont très longues. On parle donc, pour la recherche dont je vous parle, on parle de 160 personnes centenaires, dont 20 personnes qui avaient plus de 110 ans, qui viennent de différentes régions du Brésil et qui ont connu des conditions de vie extrêmement différentes également. Mais dans leur génétique, on a une génétique qui est très diversifiée et comme je le disais, eh bien, on a des gènes qu'on ne retrouvait pas dans les bases mondiales génétiques, qu'on a retrouvé chez ces gens-là. Donc, on parle aussi d'une longévité et dans certains endroits au Brésil, on parle d'une population qui est assez pauvre, qui peut être assez haute en montagne et qui n'a pas nécessairement accès à la médecine moderne. Donc,
il y a une bonne partie de ces gens-là qui n'ont jamais eu accès à des médecines modernes, donc qui n'ont jamais eu accès à des médecins, entre guillemets, là, modernes, à de l'équipement médical moderne, qui ne voyaient pas leur médecin de famille à toutes les années. C'était pas quelque chose qu'on pouvait leur offrir. Et pourtant, ces gens-là sont d'une longévité exemplaire. Et c'est souvent génétique dans l'optique où quand quelqu'un de la famille vieillit et meurt, décède, donc très âgé, les proches ont tendance à décéder aussi très âgés. Donc des études montrent que les frères et sœurs de personnes centenaires ont 5 à 17 fois plus de chances de vivre aussi longtemps. Donc ça montre toute l'importance de la génétique. Leurs cellules sont capables de mieux se réparer suite aux dommages et à maintenir des fonctions corporelles comme s'ils étaient plus jeunes. Donc, leur âge réel, qu'on appelle l'âge biologique, donc l'âge réel du corps, est plus basse que celle des autres personnes. Évidemment, il reste beaucoup à apprendre au niveau génétique, à savoir... les gènes qu'on a trouvés, qu'on ne trouvait pas dans la base de données mondiale, qu'est-ce qu'ils apportent exactement? Quels sont ces gènes-là? Quelle est leur fonction dans tout ça? Donc, c'est vraiment une première étude, évidemment, qu'on devra continuer d'explorer, mais ça montre vraiment, et là, je vais donner un point de vue un peu politique, mais ça montre vraiment à quel point la mixité culturelle et génétique est importante pour préserver la santé physique et la longévité. Donc, c'est à suivre on pourra peut-être mieux comprendre dans les prochaines années ce qui se passe avec le Brésil, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Donc, on s'en va maintenant en France où la Cour des comptes juge insuffisante la politique en faveur de l'emploi qui a été mise en place par le gouvernement. Donc, un rapport qui a été publié dans les derniers jours qui dit finalement que ce sera inefficace parce que c'est insuffisant pour les personnes en situation d'handicap. Donc, on a un cadre équitatif qui a été renforcé depuis la loi de 2005 pour réaffirmer le droit à l'emploi des personnes en situation de handicap. Par contre, en 2024, il y a seulement 35% des entreprises assujetties qui remplissent leur obligation d'emploi de travailleurs, donc les fameux quotas là, dont je parle souvent. Il y a seulement 35% des entreprises qui les respectent. Les autres préfèrent payer une pénalité. Et donc... les effets actuels, les politiques actuelles pour l'intégration à l'emploi ne fonctionnent pas. C'est ce que vient dire le rapport parce qu'elles sont insuffisantes. Quand on parle de quotas, c'est une bonne chose, entre guillemets, mais c'est insuffisant en tant que tel. Les moyens consacrés sont également insuffisants, donc il faudrait financer largement pour être capable d'accéder à l'emploi, oui, pour les personnes en situation de handicap. Également en France, on a des inquiétudes pour la survie de l'édition de livres en braille. Donc, il y a de moins en moins de maisons d'édition qui font de l'édition en braille parce que, évidemment, ça coûte cher. Et il y a de moins en moins de personnes aveugles également qui apprennent le braille parce que c'est extrêmement difficile à apprendre. Et avec une nouvelle technologie, ce n'est pas toujours nécessaire de l'apprendre pour ces personnes-là. Mais ce que ça fait, c'est que les gens qui ont besoin de braille... On trouve de moins en moins de centres qui proposent des livres en braille, de maisons d'édition qui proposent des livres en braille. Et il y a des gens qui demandent de l'aide financière. Entre autres, il y a Médiathèque de France qui demande d'avoir plus d'aide au niveau du gouvernement pour maintenir leur édition de livres en braille parce que ils sont en difficulté financière. On parle de coûts entre 700 et 1200 euros par livre. Donc, c'est effectivement très cher et pour les gens qui en ont besoin, évidemment, c'est un droit qui ne pourra plus être respecté si les maisons d'édition n'ont pas d'aide pour éditer les livres en braille.
Finalement, AGEPA du Centre du Québec demande des ajustements au projet de loi 7. Donc, des dizaines de personnes se sont rassemblées sur un pont Champlain à Trois-Rivières afin de demander de mieux appuyer les organismes communautaires en collectif en défense des droits. On en a parlé beaucoup. Hein? On parle de centres communautaires qui ne sont pas respectés, qui ne sont pas valorisés non plus. Évidemment, ça fait un trou dans le filet social parce que les centres communautaires sont des piliers importants pour les services, surtout quand le gouvernement coupe autant de services. Donc, il faut vraiment que les organismes de défense collective des droits soient mis de l'avant et qu'on les respecte de façon... qu'on les respecte mieux, qu'on les finance mieux, parce qu'ils sont voués à disparaître éventuellement ou à fermer l'un après l'autre. Et c'est ce qu'on voit en ce moment. Il y a beaucoup de fermetures de centres communautaires par manque de moyens. Donc, une manifestation... on parle de manifestations pour mieux reconnaître leur travail. Donc, ce sera à suivre, à savoir s'il y aura des avancées de la part du gouvernement à ce niveau-là, parce que, évidemment, c'est important là, pour la survie du filet social qui est en train, vous le savez, et je le sais aussi, de s'effriter. Donc, c'était tout pour Sans détour, et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Bonne semaine!